Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Yo yo yo. Ah, c'est une introduction pourrie, mais c'est pas grave. Ça va, Zoul, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, écoute, ça va. Ça fait un bail là qu'on s'est pas retrouvé pour parler. Ouais, quelques semaines. Ouais, presque un mois. Ouais. Presque un mois. De toute façon, je sais pas si c'est important pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr que ça l'est. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bon dîner, bon réveil, dans la voiture, à pied. Bon sport aussi pour ceux qui écoutent avec leur montre. Ouais, bon sport pour ceux qui écoutent avec leur montre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous avoir fait beaucoup de retours sur ce bien aimable et bien humble podcast qu'on a lancé depuis 2 mois maintenant et on vous remercie en tout cas des retours positifs et moins positifs que vous nous faites. Ça encourage et puis voilà, et puis ça nous donne envie de se remettre devant le micro et puis de parler encore. Zoul, quoi de neuf? Écoute, rien de spécial depuis notre dernier podcast ensemble. Pas mal de taf, pas mal occupé de mon côté. J'ai écouté les enregistrements que tu as pu faire dans l'intervalle, qui étaient cool aussi. Ouais. Tu as participé aux enregistrements donc, Non, pas le dernier, j'étais pas là. Si. Celui avec... Si, Internet. Ah oui, avec Vlad. Voilà, c'était avec Vlad. C'est vrai. Exact. On en avait parlé des utilisateurs, on avait parlé de la quantité exagérée de nombre de connexions depuis des portables. On avait parlé aussi un peu de l'utilisation. Oui, c'était surtout de l'Internet. Et du coup, ça nous amène aujourd'hui à la question de... La cybersécurité. Exactement. Tu vois, en plus, c'est même pas travaillé, mais c'est très bien. Ouais, le naturel, comme quoi. Tu vois. Ça paye. Donc ouais, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu cybersécurité. Je vais essayer avec toi de vulgariser certaines choses. Ouais, on va essayer. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, on a des enfants ou des néophytes qui nous écoutent, qui savent pas, sont complètement profanes à la cybersécurité. Si tu devais leur expliquer à eux, comment est-ce que tu définirais la cybersécurité déjà? Ouf. Alors ça, c'est une question ouverte parce que on peut pas y répondre en une phrase. Ce serait bien trop réducteur. Alors on va essayer d'expliquer ça et de faire simple. Donc cybersécurité, c'est sécurité liée au monde cybernétique, donc au monde virtuel, Internet, les réseaux, les ordinateurs, téléphones, enfin tout ce qui va communiquer, on va dire de manière informatique, et pas que, les télécommunications aussi. Et d'ailleurs, pour faire un petit historique, donc les questions de cybersécurité, donc de sécurité dans le monde cybernétique, remontent au tout début des réseaux. Premier réseau avant Internet, qui était l'ARPANET, qui était un réseau de l'armée américaine, en fait, qui permettait d'interconnecter certaines universités et certains sites de l'armée. Ensuite, ce réseau-là a été, entre guillemets, donné aux universités américaines. Et puis, c'est là qu'on a eu vraiment le premier réseau. Et puis, au fur et à mesure, d'autres réseaux se sont interconnectés.
jusqu'à obtenir aujourd'hui la fameuse toile, le web. Donc, dès le début, il y a eu les premières tentatives, on va dire, de piratage informatique. Donc, il y a eu des cas très célèbres. C'était tous des Américains parce que le premier réseau, il était aux États-Unis. Kevin Mitnick, qui est super connu. Il y en a eu pas mal, dont un qui est super connu, qui était l'ancien patron de Steve Jobs. De Apple, Steve Jobs. Alors lui, c'était pas du piratage informatique, c'était plutôt du piratage de cabines téléphoniques. En fait, son associé Steve Wozniak, l'associé de Steve Jobs, en fait, ils se connaissaient pas au tout début. Wozniak, il avait découvert qu'avec un sifflet qu'il avait obtenu dans un paquet de popcorn, de céréales plutôt. Tu sais, parfois dans les boîtes de céréales, tu as des petits jeux. Toujours des petits gadgets. Voilà. Et en fait, il y avait un sifflet qui émettait un son sur une fréquence prédéterminée, 2600 MHz. Et en fait, cette fréquence, c'était la même qui était utilisée par l'opérateur télécom aux États-Unis pour recevoir, en fait, pour avoir un signal comme quoi la ligne, elle était plus occupée. Quand tu raccrochais, en fait, le combiné, il émettait cette fréquence pour dire aux centrales, l'utilisateur, il a raccroché, arrête de facturer. Et en fait, il s'était rendu compte que c'était la même fréquence. Et donc, il arrivait, en fait, via ce sifflet-là, à téléphoner gratuitement, en faisant croire à l'opérateur qu'il avait raccroché son appel, et lui, il continuait des appels. Donc, il a publié sa découverte je crois, dans un magazine spécialisé ou un genre de truc. Et Steve Jobs a vu ça. Donc, il l'a rencontré, il l'a contacté, il l'a rencontré. Ils se sont mis à deux, ils ont commercialisé l'invention. Ils ont créé ce qu'on appelait la Blue Box. Donc, ils ont créé un boîtier, en fait, qui permettait de pirater les lignes téléphoniques. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus et que, d'ailleurs, après, ils ont fondé Apple. C'est ce qui leur a permis de se connaître. Donc, c'est un aspect de la cyber... à l'époque, on appelle ça... C'est pas vraiment du piratage, c'est du phreaking, c'est le nom américain. C'est tout ce qui va être piratage, mais lié à du matériel, pas du logiciel. Et puis, voilà, au fur et à mesure, la technologie, elle avance. Plus les réseaux deviennent grands, plus les ordinateurs, enfin les systèmes deviennent compliqués, les logiciels, donc ça amène à des questions de sécurité de plus en plus pointues. Donc ce qu'il faut savoir, ça c'était le petit historique, hein. Donc ça remonte au début d'Internet, c'est pas nouveau. On en parle beaucoup aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Moi je qualifie ça, en fait, t'as des tendances, chaque fois qu'il y a une nouvelle... il y a un nouveau bond technologique, tu as une genre de hype qui se crée autour. C'était le cas, par exemple, de la blockchain il y a quelques années. Ensuite, des cryptos. Aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, même si je déteste ce mot, mais de l'intelligence artificielle, la cybersécurité. L'intelligence artificielle, on a un peu tout couvert, là. Ouais. Wow. Et donc, voilà, on est un peu dans la hype du moment. Je dis pas que c'est maintenant que les gens le découvrent, mais maintenant les gens ils font de plus en plus attention. Pourquoi ? Parce que depuis les crises Covid, on a été amené à de plus en plus utiliser des périphériques, de travailler à distance, d'utiliser de plus en plus l'outil informatique. Et du coup, ça augmente la surface d'exposition qu'on peut avoir vis-à-vis de l'extérieur. Je parle toujours dans le monde Internet, hein. Aujourd'hui, on est exposé pas qu'avec son ordi, mais avec son téléphone, avec sa montre connectée, avec beaucoup de choses. Donc, on a cette surface d'exposition qui est plus grande. Et du coup, ça amène plus de questions de sécurité. Et moi, je le rapporte toujours à la vie réelle. Si tu dois sécuriser un petit terrain de 20 mètres carrés, ça va être facile. Mais si tu dois sécuriser 5 terrains de 20 mètres carrés, ça devient un peu plus compliqué. Et voilà. En gros, sécuriser Internet, c'est compliqué. Non, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Peut-être avec les IA. Mais du fait que Internet, n'importe qui peut se connecter à Internet. N'importe qui peut exposer quelque chose à Internet. Donc, ce n'est pas des bâtiments bien définis où on connaît l'adresse géographique et puis on sait que voilà, c'est cloisonné. Moi, aujourd'hui, j'ai un ordinateur, je le connecte à Internet, j'augmente la taille d'Internet, en fait. C'est ça qui fait la toile, hein. C'est à chaque fois qu'on va connecter des nouveaux réseaux, des nouveaux équipements, la toile, elle s'agrandit. Donc, sécuriser Internet, non, c'est pas possible. Il n'y a pas de frontières véritablement dans le monde virtuel comme on a en réel. Et non aussi, pourquoi ? Parce que c'est un monde qui est super vaste. Alors, quand on parle cybersécurité,
on va souvent, en fait, on va penser que c'est un seul ensemble. Mais en fait, l'informatique, pour représenter un peu, aujourd'hui, par exemple, dans la médecine, tu as médecin généraliste et puis tu as des spécialités. Oui. Donc cardiologue, diabétologue, ainsi de suite. En informatique, c'est un peu pareil. Tu as l'informatique, tu as un ingénieur plutôt généraliste. Et puis ensuite, tu vas avoir les spécialités de l'informatique, donc les bases de données, les réseaux, les systèmes, le développement, et ainsi de suite. Et la cybersécurité, elle a plein de sous-branches aussi. Tu as la cybersécurité du coup qui est liée au réseau, la cybersécurité qui est liée aux bases de données, la cybersécurité qui est liée au logiciel, la cybersécurité qui est liée au système. Donc en fait, ça touche à tout. Ça touche à toutes les composantes de l'informatique. Et donc couvrir ça à 100%, c'est pas faisable, quoi. Donc si tu me permets un peu, si je veux un peu résumer ce que tu as dit par rapport à l'histoire, par rapport à comment est-ce qu'il y a eu le premier, tu as parlé de freaking. C'est ça. Freaking. Donc hacking, aujourd'hui, pour ceux qui pensent aux pirates, et voilà. À l'aspect négatif, on va dire, voilà, de la cybersécurité. à l'aspect négatif de la cybersécurité. Et dans un domaine encore, ou plutôt dans un monde encore plus contextualisé, c'est-à-dire celui qui est le nôtre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le monde des brouteurs. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Moi, je ne qualifie pas ça de cybersécurité. C'est un abus de langage. Alors attends, si tu permets, moi, ce que j'ai compris, d'accord, ce que j'ai compris, je vais jouer le jeu. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que la cybersécurité, donc, c'est comment, en fait, lutter dans un réseau ou dans un monde qui grandit de plus en plus contre des failles. On est dans le monde cyber, virtuel, informatique, voilà, dans le monde des réseaux, etc., etc. Parce que il y a le web tel qu'on le connaît, il y a le dark web, il y a plein de choses. Qui n'est pas si noir que ça, mais ouais, je vois. Tu vois, donc voilà. Donc en fait, la cybersécurité, en fait, ça serait la protection de tout. Comment protéger tous ces systèmes-là, tous ces services et les personnes aussi, puisque finalement derrière... c'est protéger les données au final, que ce soit des personnes ou des services, au final on ramène tout à la donnée. C'est comment protéger ces données. Par exemple, une entreprise, je veux protéger les données de mon entreprise. Un particulier, c'est je veux protéger mes données à caractère personnel, par exemple, ou mes données bancaires. Donc la cybersécurité, à ce moment-là, en fait, ça devient un peu comme le docteur, que tu parlais tout à l'heure de médecine, ça devient un peu comme le docteur qui va évaluer les risques d'exposition et qui va essayer de proposer des remèdes ou essayer de donner des solutions. Si on veut schématiser de manière pour ne pas assez rester simple, que dans l'aspect négatif, en fait. Oui, de manière assez simple, c'est ça. En fait, c'est rapporté au monde réel. C'est par exemple dans le monde réel, moi j'ai un bâtiment, j'ai une propriété, je veux la sécuriser. Donc je vais construire des murs. Je vais mettre du barbelé là-dessus, je vais mettre une alarme anti-intrusion. D'abord, tu vas mettre une porte avec une serrure. Oui, une porte, une serrure. Je vais mettre des chiens de garde, je vais mettre des vigiles. Après, tout va dépendre du niveau de sécurité que je veux avoir. La cybersécurité, c'est la même chose, mais rapportée au monde numérique. J'ai un ordinateur que je veux protéger, ou j'ai un réseau que je veux protéger, ou un réseau à l'échelle d'une entreprise, ou j'ai un réseau à l'échelle d'une ville que je veux protéger, ou d'un pays, ou même au-delà. Alors, très souvent, quand on parle de sécurité, on pense souvent tout de suite à Internet, que la menace vient d'Internet. On parle de cybersécurité. Voilà, cyber, et les gens le rapportent très souvent au web. Alors, ce qu'il faut savoir, et là je parle pour la Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu pas mal de choses dans ce domaine en Côte d'Ivoire, j'aurais même peut-être quelques anecdotes à raconter. Alors, il y a beaucoup de sociétés, je parle vraiment des sociétés, pas des particuliers, les sociétés qui ont été victimes de piratage. Très souvent on dit piratage, on utilise ce terme parce que on catégorise tout, parce que c'est le terme qui fait malveillant et tout. Alors c'est pas des piratages entre guillemets qui sont venus d'Internet. Dans 80 ou 90% des cas dont j'ai eu connaissance, et ça représente beaucoup de cas, c'était de la malveillance interne.
clé USB C'était branchée, non, là, il fallait pas par brancher. exemple, dans du vol de données, c'était un informaticien, par exemple, malveillant, qui a piqué les données tout simplement, sans partager les mots de passe. Ah, parce qu'il est déjà dans le système. Oui, un informaticien, disons que moi j'ai une société et puis j'ai un informaticien qui bosse chez moi, donc qui gère mes serveurs, mon serveur de compta, mon serveur de données. Puis ce gars-là, il est un peu malveillant et puis il me pique des données. De toute façon, dans tout acte criminel, je pense que la plupart du temps, il faut un complice. Donc peut-être le complice qui est à l'intérieur ou peu importe. Mais je veux dire, il y a des systèmes aujourd'hui. C'est sûr que c'est plus facile quand ça vient de l'intérieur et c'est moins protégé. Généralement, on ne protège pas dedans. On pense que la menace vient de dehors. C'est ce que j'essayais de faire ressortir. La menace, elle ne vient pas forcément d'Internet. J'ai très bien compris. C'est-à-dire que avant de penser à protéger un système, il faut commencer par... c'est ça. Je ne vais pas dire le mot éduquer, mais former en interne. En interne, avoir des process en interne pour pouvoir mieux se protéger. En fait, et protéger la data. Il faut voir la sécurité un peu comme un oignon qu'on couperait en deux. Donc à l'intérieur d'un oignon, on a des anneaux. Hein, oui. En fait, et la cybersécurité ou la sécurité, c'est pareil. Donc on se protège d'abord chez soi. Ensuite, on va protéger les frontières de son réseau. Donc avec des pare-feux, ce genre de choses, et ainsi de suite, on va aller à plus grande échelle. Donc, tu parlais d'entreprise, donc il y a des gens à l'intérieur d'entreprises qui ont vendu des... Qui ont piqué des données, ou je vais donner l'exemple sans citer le nom, j'ai pas envie de me retrouver où il faut pas actuellement. Non, c'est pas le moment. Il y a eu pas mal, par exemple, de piratage dans des banques, notamment sur des cartes bleues prépayées et tout, où en fait les banques avaient subi donc de la malveillance de la part d'employés qui allaient directement faire des modifications dans les bases de données pour modifier des soldes de cartes ou ce genre de choses. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Donc la cybersécurité, alors c'est pas juste acheter Kaspersky et puis l'installer sur sa machine et puis ça marche. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Ça coûte même beaucoup moins cher. C'est 80 à 90% de bonnes pratiques et d'éducation. Et ça va être 10% d'investissement dans du matériel ou dans de la formation. Mais 80 ou 90%, aujourd'hui, c'est un business qui est tellement florissant. Il y a tout le monde qui se lève, qui vend des solutions de cybersécurité. Parce que c'est un terme qui fait peur. Hein. Non seulement il fait peur, mais surtout, quand tu prends de façon... complètement parallèle certains mondes que l'on voit aujourd'hui ou certaines situations que l'on vit actuellement où on essaye de gouverner par la peur. En général, ça marche bien. Ça permet... mais ce qui fait que, en fait, c'est inhérent à l'être humain. L'être humain, il a peur de ce outils pour se protéger, quoi. L'être humain, il a peur de ce qu'il connaît pas. Oui. Et c'est super flou, là, ces cybersécurité. Déjà, généralement, si moi, aujourd'hui, je suis acteur de la cyber, je veux te vendre un produit, je vais venir, je vais te raconter, je vais sortir dans mon dialogue pas mal de mots techniques, te faire peur, parler de dark web, de machin. Il te faut ça tout de suite pour protéger ton ordinateur des vilains petits brouteurs. C'est pas. Alors moi, je vais essayer de vulgariser, je vais essayer d'apporter aussi une autre vision de ça. Faut pas le voir, faut pas en avoir peur. Comme je disais, c'est la cybersécurité, c'est comme dans la vraie vie, c'est d'abord du bon sens. C'est d'abord du bon sens, ensuite en entreprise, hein, des procédures, de la rigueur. Ça va être 90% du taf, quoi. On donnait l'exemple tout à l'heure, tu me donnais l'exemple de la porte et de mon terrain. Ça sert à rien de mettre une porte blindée si 2 mètres à côté, j'ai une vitre sans antivol, une fenêtre ouverte sans antivol. Ça sert absolument à rien. Justement, je te demande pas de nous faire une proposition complète et détaillée. Mais par exemple, déjà pour une micro-entreprise ou ne serait-ce qu'un utilisateur lambda, si tu as 1, 2, 3 petites choses ou petits conseils à donner pour au moins se prévenir de quelque chose, d'une attaque ou d'une menace éventuelle. 2, 3 petits trucs comme ça, on va dire vite fait. Bon, déjà, les clés USB.
c'est encore pas mal utilisé et c'est un des vecteurs de propagation de virus qui est encore super actif en Côte d'Ivoire. En Europe, beaucoup moins parce que maintenant, il y a le cloud. Il y a le cloud pour se partager des fichiers. On n'utilise quasiment plus de clés USB. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on l'avait vu dans l'épisode précédent qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient connectés à Internet via leur téléphone. Oui. Mais les ordinateurs, pas mal d'ordinateurs restent encore hors réseau ou n'ont pas forcément accès à Internet. Donc, le partage d'informations se fait toujours sur support, par exemple USB. Ok. Et j'ai vu même il n'y a pas très longtemps dans une grosse boîte de la place où ils utilisaient encore des CD. Waouh. Ouais, tu vois. Donc, Ça existe encore les CD? ça existe encore. Donc ça, c'est le premier vecteur d'infection. C'est comme... faut ramener toujours ça à comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu as un mec qui vient, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, et puis il te tend un objet ou un sac à main, tu le prends pas, tu réfléchis d'abord. Excusez-moi monsieur, s'il vous plaît, à l'aéroport, je vais voilà, faire c'est une le petite même course. exemple. Je vous donne mon bagage, gardez-le moi 5 minutes, et puis, puis il disparaît, on le voit plus. Éviter les clés USB, même si on a un antivirus. Même si on a un antivirus, il faut éviter les clés USB. Autre chose, petit tips comme ça, quand vous êtes sur Internet, quasiment tout le monde utilise Google. Personne n'utilise Internet sans passer par Google. Au moins 1 ou 2 fois par jour, tu sais, c'est le passage obligatoire. En Côte d'Ivoire, le mot le plus recherché, sans me tromper, dans Google, je crois que c'est Google même, lui-même. Mais ils vont casser Internet parce qu'il y a une anecdote pour le coup. Mm-hmm. Quand tu tapes Google dans Google, ça peut casser Internet. Non, je disais par exemple sur Internet, sur Google, l'utilisateur lambda a souvent tendance à faire confiance au premier résultat. Parce que par habitude, c'est celui qui est censé coller le plus à la requête. Et ça, pas mal de pirates ont su l'exploiter. En fait, c'est une faille humaine. Oui. Je fais confiance au premier parce que, par habitude, les premiers résultats ont toujours été bons. Donc, finalement, au bout de la 100e fois, 1000e fois, je fais confiance de manière implicite à ce résultat-là. Oui. Les pirates l'ont bien compris et ils arrivent aujourd'hui à très bien référencer des sites malveillants. Okay. En fait, et qui vont apparaître dans les premiers résultats de recherche. Donc, l'utilisateur, il va taper aujourd'hui... De façon innocente. Voilà, de façon innocente. Ah tiens, c'est le premier résultat, donc c'est bon, je clique dessus. Ouais. Et puis, alors, faites gaffe à ça. Ça, je connaissais moins, ça. Ouais, faites gaffe à ça. Il y a pas mal de... Aujourd'hui, les gens usurpent facilement... tu sais, tu as un site web, tu as un nom de domaine, et puis le gars, il va usurper ton nom de domaine, mais en changeant une lettre. Il va super bien le référencer pour que il apparaisse dans les premiers résultats. Et puis, sur ce site-là, il va usurper ton identité, tu vois. Ça se fait aussi en entreprise, où j'ai vu un piratage l'année dernière. Non, même pas, il y a quelques mois, chez un client. Où ils en avaient usurpé le nom de domaine. Donc, on avait changé un L par un I. Ok, donc la personne malveillante, en fait, avait créé un nom de domaine en utilisant le même nom similaire. Et puis, il avait réussi donc à trouver les clients de cette société-là et il leur avait adressé des mails. Et les gens en face, ils n'ont pas fait tout de suite attention au nom de domaine. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à la structure. En question. Donc, tu vois, tu fais pas gaffe quand tu lis un mail de regarder si c'est le nom de domaine qui est juste ou pas. Je rebondis aussi sur ce que tu dis, encore par rapport à comment se protéger en entreprise ou même à titre personnel. On a tous 1, 2, 3 boîtes mail. Alors ça, je parle plus à ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, parce que nous, en général, on a 1 ou 2 boîtes mail, la pro et la perso. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération a de plus tendance à créer des mails, des adresses mail pour Exactement. Des projets. Pour avoir des comptes aussi, pour pouvoir jouer aux jeux en ligne. En fait, ils ont plein de comptes. En fait, il y a les jeux, il y a pour avoir de la gratuité, il y a pour avoir plein de choses, mais ils ont aussi plusieurs comptes, en fait. Donc, ce qui veut dire que s'ils se font attaquer, ils divisent en fait le risque avec le nombre de comptes qu'ils ont. Mais c'était même pas là le point où je voulais en venir. C'est que en entreprise ou à titre personnel, on l'a tous vu, ce mail avec la petite pilule bleue qui permet de avoir des performances
extraordinaire, ou la reine Elisabeth qui t'envoie un mail ou pour cette avoir orpheline. elle veut un Orange Money de 10 000 pour payer son ticket de bus. Cette orpheline aussi qui est mineure mais qui a encaissé de l'argent et qui ne peut pas le toucher avant de sa majorité, mais qui a besoin de 2 000 ou 3 000 $ ou euros, ça dépend d'où vient le mail, pour pouvoir en fait débloquer les fonds pour qu'ils puissent passer sur son compte, et elle vous donnera, cette personne, un pourcentage. Il faut éviter de cliquer sur tout et n'importe quoi. Il y a de plus en plus d'ingéniosité aussi de la part des menaces, donc des gens qui sont prêts à tout pour pouvoir attaquer massivement et pouvoir rentrer dans ton écosystème grâce à un lien par inadvertance ou par abus de confiance, on aurait cliqué dessus. Si je devais donner un conseil, ça serait celui-là. Ça serait vérifier bien le nom de domaine, vérifier qui c'est qui vous envoie le mail. N'hésitez pas à appeler. Et puis voilà, ne cliquez pas sur tout et n'importe quoi. Ça serait. C'est vraiment du bon sens. Faut juste faire preuve de bon sens et se dire, si ça m'arrivait dans la réalité, comment je réagirais. Alors tu vois, il y a un truc aussi que je trouve ahurissant, mais qui m'est arrivé plusieurs fois. Et je pense que si ça arrive encore, c'est que parce qu'il y a des gens qui ne vérifient pas. C'est de recevoir un SMS d'un numéro et qui me dit vous venez de recevoir un mobile money, pour en citer aucun, de X dizaines de milliers de francs CFA. L'arnaque, c'est quoi? Et derrière, il y a un mec qui t'appelle. Exactement. Et qui te dit vraiment, mon gars, excuse-moi, je t'ai transféré de l'argent par erreur, est-ce que tu peux me le ramener? Et en fait, il faut être sur le qui-vive, il faut être en alerte tout le temps. Alors, il faut faire gaffe. Si Orange Money, ils ont un numéro, je crois même que ton téléphone n'affiche pas de numéro de téléphone, il affiche Orange, carrément en nom d'appelant. Exact. Et là, ça va être un numéro normal. Mais c'est vrai que lever un matin à 6h ou 7h du mat, tu fais pas gaffe au numéro, tu peux te faire avoir. Bon, maintenant, ils ont implémenté une fonctionnalité Orange. Ils ont essayé de régler plus ou moins ce problème-là, qui te permet d'annuler un transfert jusqu'à un certain temps après l'avoir fait, un transfert que tu aurais fait par erreur. Donc ça, c'est une possibilité. Mais en fait, tout ce que tu décris, tu parlais aussi de brouteur. Donc dans la cybersécurité, c'est deux branches. D'abord, tout ce qui est brouteur, c'est du social engineering, donc de l'ingénierie sociale, qui consiste à manipuler ou tromper l'utilisateur. Il y a eu des cas très célèbres d'ingénierie sociale où quelqu'un qui appelle une secrétaire qui se fait passer pour le patron ou pour quelqu'un du service informatique et puis qui arrive à choper des infos confidentielles, voire même un mot de passe au téléphone juste en bluffant. Ça, c'est de l'ingénierie sociale. C'est ce que les brouteurs font aussi. Les brouteurs, en fait, ils font de l'ingénierie sociale. Donc, on essaye de tromper l'humain par des moyens qui ne sont pas forcément technologiques. Sentimental. C'est possible, ouais. Les mails, par contre, généralement, c'est du phishing. Donc, en fait, c'est de l'hameçonnage. Je t'envoie un mail et j'essaye de t'hameçonner en te faisant, par exemple, croire que il y a de l'argent à gagner ou il y a une green card pour aller aux États-Unis à gagner. Voilà, c'est du phishing. Aujourd'hui, ça, c'est super bien filtré par les gros hébergeurs mail comme Office 365, ce genre de suite, Gmail, ainsi de suite. Il y en a toujours quelques-uns qui passent à la trappe, mais c'est de plus en plus rare. Ça arrive de plus en plus à être contrôlé. Et après, tu vas avoir tout ce qui va être véritablement vrai piratage, qui là est très technique. Je n'ai vu aucun cas, depuis que je suis rentré après mes études, donc il y a un peu plus de... Ça remonte. Je n'ai jamais vu un cas de piratage, de vrai piratage au sens propre, on va dire, profond du terme technique. Parce que ça demande des compétences techniques, ça demande énormément de temps. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, en Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire, c'est surtout de l'ingénierie sociale et du phishing. J'ai jamais vu de cas de piratage poussé. Il y a eu des gros cas de piratage, comme je disais tout à l'heure, très souvent
c'était de la malveillance en interne. C'était quelqu'un qui avait déjà des accès, on va dire, au système, des mots de passe, administrateurs, ce genre de choses, et qui a détourné en fait leur usage. Hein. J'en ai vu pas mal. D'autres cas où c'était du ransomware. Alors un ransomware, techniquement, c'est bien fait, puisque c'est un logiciel. Qu'est-ce que c'est qu'un ransomware ? Un ransomware, en fait, ça va être un logiciel qui va infecter une machine, donc à travers un support. Ça peut être via une clé USB. Il y a eu un cas très célèbre d'ailleurs de piratage en Côte d'Ivoire d'une grosse boîte où il y a un ransomware en fait. Alors comment ça se passe ? Il y a un mec qui est arrivé à l'accueil de cet établissement. Il s'est présenté à l'accueil et puis il discute avec donc la standardiste. Et il pose des questions où il sait qu'il va avoir une réponse fausse juste pour amener la conversation. Et puis, pendant qu'il discute avec elle, il dépose donc sur le comptoir une clé USB. Et ils finissent de discuter. Le gars, il repart, il sort de l'entreprise. On va dire que ce gars-là était venu demander après une certaine personne. Et puis, la dame lui dit, mais non, mais cette personne, elle n'existe pas en fait. Elle ne travaille pas chez nous. Vous vous êtes trompé de société. Ah oui, bah ok, excusez-moi. Et je repars. Sauf que je repars, j'oublie la clé USB sur le comptoir. Je fais exprès de l'oublier. Qu'est-ce qu'elle a fait, la standardiste ? Tout de suite, j'ai gagné une clé USB cadeau. Je la prends, je la branche. Et donc, ça a été le vecteur d'infection. Ce ransomware-là, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, c'est un logiciel qui va infecter la machine déjà, la première machine, en fait. Et ensuite, il va essayer de se répandre à travers le réseau ou à travers d'autres machines parce qu'on va partager des documents et le ransomware a cette capacité-là de se dupliquer un peu comme un virus biologique, comme un ver biologique, c'est de pouvoir se dupliquer ou s'intégrer à d'autres documents, à d'autres logiciels. Et donc, lui, l'objectif premier d'un ransomware, c'est de chiffrer. Alors, on ne dit pas crypter les gens. Je sais que quand tout le monde emploie ce mot, tout le monde dit on va crypter, on va crypter. Crypter, ça ne se dit pas, on dit chiffrer. Donc, ça va être de chiffrer les documents qui sont sur la machine ou les données avec un chiffrement et un mot de passe qu'on n'a pas. Donc, du coup, on ne peut plus accéder à ces données. Ces données, on n'y a plus accès. Elles sont chiffrées. Elles ont été chiffrées par le ransomware. Et puis là, on a un message qui va nous dire, écoute, si tu veux la clé pour déchiffrer tes données, il faut verser tant d'argent sur tel portefeuille Bitcoin, pour ne pas laisser de traces, bien sûr. Ce serait con de demander un virement bancaire. Ou aller déposer un gros sac. Voilà. Donc, c'est ransomware. De plus en plus, il y a cette menace. Comment on se prévient de ça? Donc, c'est soit il y a toujours un vecteur d'infection. Le vecteur d'infection, c'est une clé USB. C'est je vais sur un site sur lequel est hébergé un ransomware et puis je vais cliquer sur un lien où je vais télécharger un logiciel sur un site et ce logiciel-là, je vais l'installer alors qu'il comporte ce ransomware. Donc, il faut faire attention à ce qu'on télécharge sur Internet. Il ne faut pas télécharger. Généralement, ça arrive dans les logiciels piratés. Hein. On est content, on a téléchargé la dernière version de Photoshop, mais on n'a pas téléchargé que la dernière version de Photoshop. On a téléchargé aussi tous les poux qui se promènent dans les cheveux du Photoshop. Ouais. Voilà. Non, c'est ce que j'étais en train de résumer un peu. On a vu assez, plus ou moins en détail, quelles sont les principales menaces et les techniques d'attaque à peu près utilisées pour pouvoir attaquer l'utilisateur lambda, l'entreprise ou un groupe, peu importe, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a, on n'est pas forcément exposé à des attaques d'experts. Exact. Ou comme on peut entendre. J'en parle en Côte d'Ivoire, mais même dans le monde, ça reste des choses assez techniques. Les grosses attaques techniques où c'est vraiment spectaculaire et tout, il y en a pas mal généralement qui sont backés en fait par des gouvernements parce qu'il faut avoir de gros budgets, ça coûte cher, ça prend énormément de temps. Donc pour diminuer le temps, il faut avoir plein d'ingénieurs qui bossent dessus. C'est ça. Donc on le fait pas tout seul chez soi. Donc aujourd'hui, alors en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on peut se prévenir se prémunir de ça? Alors la première chose, je vais parler dans le cas d'une société, puis ça peut s'appliquer aussi aux particuliers. Hein. Oui. Donc la première chose, par exemple, dans une société, c'est déjà, on va identifier
Comme je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de mettre une porte blindée, d'installer une porte blindée avec une serrure 5 points si 2 mètres à côté, 2 mètres plus loin, on a une fenêtre qui n'a pas d'antivol. Donc la première chose déjà aussi, c'est d'identifier qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est critique pour l'entreprise. Parce qu'on ne sécurise pas tout avec le même degré de sécurité. Je donne un exemple, je ne sécurise pas des fiches de sortie de stock de la même manière que je vais sécuriser par exemple des relevés de banque. Oui. Donc on définit, il faut identifier en fait quelles informations ou quels systèmes sont critiques, nécessitent le plus de sécurité et lesquels vont nécessiter de moins en moins de sécurité. Donc on va cartographier ça. Ensuite on va cartographier le risque qu'on va avoir si on perd cette donnée-là. Par exemple, si je perds une fiche de stock, mais quel va être l'impact ? Enfin, si je me fais pirater une fiche de stock, quel va être l'impact sur ma société, sur mon activité ? Ou si je me fais pirater mes relevés de compte, quel va être l'impact sur mon métier, en fait, sur mon activité ? À partir de là, en fait, il faut cartographier déjà ça. Évaluation du risque. Évaluation du risque. Derrière, maintenant, c'est pour chaque risque, OK, quelles mesures, quel process on va mettre en place pour pouvoir diminuer le risque, parce qu'on ne peut pas l'annihiler, c'est pas possible. Il y a toujours un risque, le risque zéro n'existe pas. Donc c'est en fonction donc, du niveau de risque, on va dire, OK, on va appliquer ces mesures, ainsi de suite. C'est comme je disais, c'est 90%, ça va être de la formation, des bonnes pratiques, de la simple configuration de ces systèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, sur les systèmes informatiques, il y a plein de choses qui sont laissées par défaut. Quand j'allume mon ordinateur qui est neuf, Windows, il a une configuration par défaut. Pareil pour un téléphone, pareil pour un logiciel. Donc ça se configure. Donc il va falloir configurer. Et quasiment aujourd'hui, tous les systèmes ou tous les équipements ont déjà des paramètres de sécurité qu'il faut régler, qui par défaut, ou des mots de passe. Je donne l'exemple du routeur. On a tous un routeur Internet à la maison et généralement, on a tous le même mot de passe par défaut là, et personne ne pense à le changer, tu vois. Alors, question un peu stupide. Est-ce que si je fais un mot de passe un peu plus long, ça va être plus safe ? Alors, ça dépend du cas. On a vraiment 2 cas. Aujourd'hui, on dit qu'il faut avoir des mots de passe de plus en plus compliqués, de plus longs, compliqués, avec des chiffres, des lettres. C'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique d'avoir des mots de passe qui sont complexes. Aujourd'hui, en tout cas avec l'informatique telle qu'on l'a aujourd'hui, à partir d'une certaine taille et d'un certain nombre de caractères, et si on utilise des caractères spéciaux ou pas, si on veut déchiffrer un mot de passe, alors comment est-ce qu'on craque un mot de passe ? C'est soit on essaye de le deviner, donc on va essayer des mots de passe qui existent dans un dictionnaire. Je donne un exemple, moi j'ai un dictionnaire de mots. Donc il y a des logiciels qui existent pour ça, qui permettent en fait sur Internet, qui vont prendre tous les mots par exemple qu'il y a dans Wikipédia et qui vont créer des listes de mots et qui vont aller les tester. Sauf que tester un à un jusqu'à tomber sur la bonne combinaison. Sauf que ça marche généralement pour des mots qui existent, des mots qui sont dans le dictionnaire, qui existent. Et encore aujourd'hui, parce que des fois, tu as des systèmes qui ne te permettent pas d'utiliser... Des mots qui existent. Donc ensuite, quand tu vas avoir dans ton mot de passe en plus des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, ça rend plus complexe. Alors là, on va attaquer le déchiffrage. Le déchiffrement. Le déchiffrement. Donc c'est du brute force. On teste toutes les combinaisons. Donc on teste d'abord avec un A majuscule, ensuite avec un A minuscule, ensuite avec un A majuscule, B minuscule, A, B minuscule. Et en fait, on teste comme ça toutes les combinaisons. Donc tu imagines que plus le mot de passe est long, et plus on va trouver des caractères minuscules, majuscules, des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, plus ça va demander de temps. Et avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ça prend pour des mots de passe très, très longs. Je crois qu'à partir de 14 ou 15 caractères, on passe les 20 000 ans de calcul avec une machine standard. On passe les 20 000 ans pendant 20 000 ans, imagine un logiciel qui teste toutes les possibilités. Il lui faudrait 20 000 ans pour pouvoir faire ces combinaisons-là. Ça se calcule, c'est mathématique aussi, on peut le calculer. Alors avec l'ordinateur quantique, c'est autre chose. Si on y arrive un jour à maîtriser cette technologie, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est un sujet qu'on pourrait aborder à part entière. Ça pourrait se faire en quelques secondes, voire quelques minutes.
Mais on n'est pas encore arrivé à l'heure des ordinateurs quantiques. Donc on va alors pour ceux qui utilisent pas des gestionnaires de mots de passe pour pouvoir. Donc pour finir sur cette histoire de mots de passe, il y a eu depuis l'avènement de la double authentification. Oui. Donc aujourd'hui, je vais donner l'exemple de services qu'on utilise, par exemple Gmail pour sa boîte mail. Aujourd'hui, on a la double authentification, mais aussi au-delà de 3 combinaisons fausses, on a le compte qui est bloqué. Oui. Donc avoir un mot de passe super compliqué n'offre pas vraiment un avantage, tu vois, à moins que tu saches que ton hacker, il est capable de trouver ton mot de passe en 3 coups. Et même s'il le trouvait aujourd'hui quand Google, par exemple, détecte que la connexion s'est faite d'un autre navigateur ou d'une autre adresse IP qui n'a pas l'habitude de se connecter, elle va quand même t'envoyer une notification pour te demander d'authentifier. Donc les systèmes se sont de plus en plus sécurisés. Où est-ce qu'il faut encore des mots de passe super compliqués et tout? C'est sur des logiciels qui ne gèrent pas en fait ces nouvelles bonnes pratiques de sécurité comme la double authentification. Si un logiciel ne propose pas de double authentification, il faut avoir un mot de passe super compliqué. Si un logiciel, au bout d'un certain nombre de tentatives échues, ne bloque pas par défaut le compte, il faut avoir un mot de passe compliqué. Donc ça va vraiment dépendre du cas. Moi, je pense que le modèle à suivre, c'est quand même celui... C'est d'avoir un mot de passe, chiffres, lettres, majuscules, minuscules, caractères spéciaux. Et d'activer la double authentification. En tant qu'utilisateur, mais moi je parle de tous ces sites-là qui utilisent encore l'ancien système de mots de passe où il n'est pas nécessaire d'avoir une certaine longueur ou d'utiliser certains types de caractères, etc. etc. Il faut que ces sites-là, ou en tout cas ces structures-là, s'inspirent par exemple de ce que l'on fait les banques. Le système bancaire, aujourd'hui, pour moi, c'est un des systèmes les plus safe. Tu as la double authentification, tu as le message OTP, le SMS, le fameux One-Time Password. Voilà, One-Time Password, où en fait, le système m'a vérifié par 2 fois par un mot de passe, peut-être par un Face ID, une reconnaissance faciale, ou par une double authentification, que c'est bien... Ce que tu es et ce que tu connais. Exactement. Et après, un petit coup encore par derrière, de dire, il faut que tu aies enregistré ton téléphone ou un autre support média, que ce soit un mail, pour pouvoir recevoir directement un one-time password, comme tu viens de dire. Mais l'être humain est paresseux, par défaut. Donc l'être humain n'aime pas passer... T'imagines, tu dois te connecter 15 ou 20 fois dans la journée à différentes plateformes. Et si à chaque fois tu dois faire tout ça, et en fait c'est ça qui amène les failles de sécurité. Quand je disais que la sécurité, c'est pas forcément d'avoir le dernier pare-feu ou le dernier antivirus, non, c'est des bonnes pratiques, c'est de la rigueur surtout. Ça va être 90% de ça, de la rigueur, des bonnes pratiques, de se dire ok, ça va mettre 2 ou 3 minutes de plus, mais je le fais quand même parce que c'est la manière sécurisée de le faire, tu vois. Moi, en tant que manager, quand je regarde mes collaborateurs, les personnes avec qui je travaille, j'essaye de faire attention à justement quel est ce collègue-là qui va être minutieux, qui va essayer de faire attention à ses données, à son laptop, ne pas le brancher n'importe comment, éviter qu'il plug des clés USB ou qu'il s'échange des fichiers. Je vais essayer de repérer... cette perle rare dans mon organigramme, dans ma structure, et je vais essayer de lui confier au maximum certaines tâches très sensibles pour justement protéger les données. Alors tu le fais, et puis ensuite, dans les réseaux d'entreprise, on peut mettre en place des règles de sécurité donc sur les différents ordinateurs pour bloquer par exemple les clés USB, empêcher les accès à Internet sur certains sites, on peut filtrer les connexions. On peut faire pas mal de choses. Généralement, c'est des choses qui sont déjà incluses dans les systèmes qui ne nécessitent pas forcément de gros investissements. Et voilà, on va toujours mesurer qu'est-ce qu'on essaye de protéger. Est-ce que c'est critique, c'est pas critique? Pour tes données les plus sensibles, là, éventuellement, tu pourras investir sur de la sécurité beaucoup plus élevée. Bien que pour moi, l'investissement ne passe pas forcément par de l'achat de matériel ou de l'achat de logiciels. Ça peut être de l'achat de compétences en fait en sécurité. Il faut faire attention aussi, il y a beaucoup de charlatans parce que vu que c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui, tout le monde est expert parce que j'ai suivi un cours sur Internet sur Open Classroom.
je suis expert cybersécurité. Il faut faire attention à ça. Donc, c'est vraiment 80-90% de bonnes pratiques, de process à mettre en place, de rigueur. Et puis derrière, ça va être ce 10%-là, ça va être du matériel qu'on va pouvoir ajouter en plus. Ça, c'est vraiment... On a passé un certain stade, tu vois. Après, il y a un autre aspect de la cybersécurité dont personne ne parle. Et je le transpose toujours à la vie réelle. Alors, dans la vie réelle, on n'a pas des braquages tous les 4 du mois, un braquage d'une banque. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. D'un point de vue cybersécurité, c'est plus simple parce qu'on ne te voit pas. On ne voit pas l'attaquant. C'est beaucoup plus facile de se masquer, en fait, de se cacher. Et donc, ça amène à un aspect de la cybersécurité dont tout le monde parle, qui a une échelle plus étendue que l'aspect interne d'une société ou d'un foyer, mais qui est à l'échelle gouvernementale ou nationale, c'est l'identification. Aujourd'hui, pour pouvoir se protéger, il ne faut pas que se protéger, sinon vous imaginez, on va passer toute notre vie à se protéger contre des nouvelles attaques et des nouvelles attaques, d'autant plus, comme je le disais, que la surface d'exposition qu'on a avec le monde extérieur est de plus en plus large. On est de plus en plus exposé à l'extérieur avec la digitalisation et tout. On ne peut pas indéfiniment faire que se sécuriser et rajouter des couches de peinture sur le mur qui est déjà peint et rajouter une nouvelle couche. Non. Il faut que l'État aide. Il faut que pirater devienne compliqué. Il faut que pirater soit puni. Donc pour ça, il y a un exemple dont je vais parler assez simplement en Côte d'Ivoire, tout ce qui est lié au broutage, par exemple au phishing, ça se fait de manière très simple. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à mettre une tête derrière une adresse IP. Voilà, on parlait d'identification. Il y a quelques années, l'État avait lancé cette démarche d'identification de toutes les cartes SIM. C'est bidon, c'est totalement bidon. Oui, ils l'ont fait, mais on arrive toujours... Avec un VPN. Même pas, on arrive toujours à acheter une carte SIM au Carrefour, qui est déjà identifiée au nom de quelqu'un, du vendeur probablement. Donc si moi je suis malveillant, je me casse même pas la tête à passer par un VPN. Je vais acheter une carte SIM à 1500 ou à 2000 francs au Carrefour qui est identifiée au nom de quelqu'un. Je fais ce que j'ai à faire en 3G, enfin via la 4G. Hein. Et puis après, je jette la carte SIM et puis à Bana, quoi. Enfin, c'est fini, on ne m'a pas vu ni connu. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Aujourd'hui, d'être capable, en fait, il faut qu'on puisse identifier les gens. À partir du moment où tu sais, tu es malveillant, disons, et tu sais qu'il y a la possibilité qu'on puisse t'identifier, ça, je ne veux pas dire que ça élimine le problème, mais ça complexifie en fait le problème. Est-ce que justement, en Côte d'Ivoire, il y a des institutions, des groupements, des lois, est-ce qu'il y a un cadre, est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, dans un bureau, les pros de la lutte contre cybersécurité qui se mettent en place pour pouvoir protéger, parce que tu dis, c'est vrai, on ne peut pas être tout le temps là à essayer d'empêcher qu'une attaque arrive, inévitablement et indubitablement, elle va arriver. Donc, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a des gens qui se préparent à l'évolution constante en fait de ces attaques-là pour ne pas être dépassés, ne pas être obsolètes? Est-ce qu'il y a... Ouais, je vois. Alors, dans les grands groupes, dans les grosses boîtes, on a maintenant des départements sécurité avec des responsables sécurité qui vont faire de la veille technologique. Je te parle au niveau national. On part vraiment par échelle. Donc, ça existe déjà dans les grosses boîtes. Dans les petites boîtes, un peu moins, parce qu'on va plutôt faire confiance au système pour qu'ils se mettent à jour tout seul. On a l'antivirus qui se met à jour tout seul, le système Windows qui se met à jour tout seul. D'ailleurs, c'est très important de le faire. Hein. Généralement, on en a marre de notre Windows qui va être bloqué pendant 30 minutes parce qu'il y a une mise à jour. Donc, on fait quoi ? On clique sur reporter la mise à jour. Il ne faut surtout pas le faire. Il faut faire ces mises à jour et tout ça. C'est un petit conseil. Alors, à l'échelle nationale, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des lois ? Je crois que les lois, sans dire de bêtises, en tout cas c'était le cas il y a quelques années quand j'étais vraiment impliqué dans le domaine, on va dire ça comme ça, pour tout ce qui était infraction liée à de la cybercriminalité et tout, c'était le code civil, le code pénal existant qui était utilisé. Il n'y avait pas de loi véritablement sur l'informatique. Je ne sais pas si ça existe depuis.
Je ne saurais pas te dire. Il y a une convention, justement. Il y a une convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Et ce que j'étais justement en train de te dire, c'est qu'ils se sont beaucoup inspirés du modèle européen et ils ont défini ce cadre-là lors de la convention de Malabo qui a été fait en 2014 déjà, donc ça commence un peu à dater. Aujourd'hui, je ne veux pas parler des autres pays, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des plateformes, il y a des groupements qui se mettent en place pour essayer de lutter justement contre les cyberattaques et la protection des données personnelles à l'échelle nationale. Il y a la DITT, donc la direction informatique des traces technologiques, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est on va dire la branche informatique de la police, qui à mon sens est efficace, mais pourrait l'être beaucoup plus. Pourquoi aujourd'hui, ils sont surtout empêtrés dans des affaires de arnaque Orange Money, arnaque sur des Orange Money, MTN Money, du phishing, ce genre de choses. Et je pense, j'imagine, je trouve que leur travail est beaucoup trop administratif. Ce sont des ingénieurs, ce sont des techniciens. J'aurais plutôt mis en avant cette unité-là. Alors, dans une unité de police, tu as toujours des agents des officiers de police judiciaire, parce que c'est eux qui sont les seuls à pouvoir faire un acte, on va dire, judiciaire, aller faire une perquisition, ce genre de choses. Je pense qu'à ces gens-là, il faudrait laisser vraiment cet aspect administratif de prise de plainte, de machin, et puis focaliser vraiment la partie tech de cet organisme-là, vraiment sur les aspects tech, sur de l'accompagnement. Tu vois, on pourrait imaginer que la DITT puisse accompagner des sociétés sur de la formation, sur de la sensibilisation, sur des tests de pénétration, des tests d'intrusion. Tu vois, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un deuxième volet sur lequel l'État pourrait travailler, c'est vraiment l'identification. Pouvoir identifier les gens qui sont connectés à Internet. Donc, ça passait par l'identification des puces, comme on disait. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est absolument pas viable. Y a une très petite. Aujourd'hui, c'est tellement facile en fait d'avoir une carte SIM, donc un accès à Internet avec une fausse identité. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Une fois que quelqu'un de malveillant sait qu'on a la possibilité de l'identifier, ça devient tout de suite plus compliqué. C'est autre chose en fait. Donc, je vais réfléchir plus longtemps. Tu vois. Donc sur ce volet-là, il pourrait travailler. Après, il y a d'autres entités qui travaillent à la cybersécurité. Il y a des sociétés en Côte d'Ivoire, donc des sociétés privées. Alors elles travaillent à la cybersécurité. Bon, c'est des vendeurs. Hein. Ils vendent des solutions, ça reste du business. C'est OK, je veux vendre mon produit, donc je vais le marketer, je vais, entre guillemets, faire peur, faire croire que j'ai la solution miracle. Tu sais, c'est un peu comme dans les films western, tu avais toujours le mec qui arrivait avec sa carriole là, et qui vendait le médicament mais qui soigne tout. C'est ça. C'est exactement ça, tu vois. On a des organisations aussi qui se sont mis en place un peu comme des assos ou ce genre de choses. À mon sens, il y en a certaines qui font du boulot de sensibilisation qui est cool. Il y en a d'autres, c'est juste des réseaux en fait, qui vont permettre aux gens de tisser des réseaux à but commercial derrière, hein, toujours pour pouvoir vendre du produit ou vendre du service. Et puis on joue de ça, en fait. On joue de la peur. De la peur, de l'inconnu. Parce que, encore une fois, l'être humain, en fait, a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et on joue de ça, beaucoup. Tu parlais tout à l'heure de dark web. Le dark web, il n'est pas dark, hein. C'est le même web que tout le monde, sauf que pour accéder à des serveurs qui sont sur le dark web, comme on l'appelle, ou ce sont des serveurs en fait qui ne sont pas exposés de la même manière sur Internet que des serveurs normaux qui hébergent des sites web. Donc pour schématiser ça un peu rapidement, sans passer du coq à l'âne, aujourd'hui, quand tu veux naviguer sur Internet, disons que tu veux aller sur Google. Tu vas taper dans ton navigateur www.google.net. Sauf que google.net sur Internet, ça ne veut rien dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton navigateur, il va aller se renseigner auprès d'un annuaire
qu'on appelle un DNS, un serveur DNS, serveur de nom de domaine. Il va aller auprès d'un annuaire. Donc, il faut savoir qu'il y a des annuaires en fait, qui font office d'autorité à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale ou à l'échelle d'un hébergeur. Donc, ton ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir l'annuaire qui fait autorité sur sa zone et il va lui dire www.google.com, où est-ce qu'il est? Et l'annuaire va lui ramener une série de chiffres qui s'appelle l'adresse IP et va lui dire, voilà, si tu veux aller sur www.google.com, tu dois te rendre à cette adresse, qui est l'adresse IP. Et ça, par contre, les ordinateurs, derrière, dans les réseaux, les équipements réseau savent router un message, donc transmettre un message à travers les adresses IP. Et en fait, le dark web, ils utilisent des annuaires qui ne sont pas exposés. C'est comme si tu avais un annuaire secret. Et pour pouvoir avoir l'adresse du site sur le dark web, en fait, il faut être initié dans le groupe. Il faut qu'on t'ait donné un accès à cet annuaire. En fait, tu passes par des passerelles pour accéder. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont comme les autres. Ce sont des serveurs qui sont connectés comme les autres à Internet, sauf que leurs adresses, en fait, ne sont pas les mêmes que la norme qui existe pour naviguer sur Internet, tout simplement. Et du coup, c'est invisible. Ils ont leur propre réseautage. Exactement. Ils ont leur propre système d'adressage. Oui. Avec des passerelles pour pouvoir accéder en fait à ces réseaux-là. Et par défaut, les ordinateurs, tels que conçus aujourd'hui, puisque tous les ordinateurs, les logiciels, les réseaux, ça suit des normes. Hein. Il n'y a personne qui se lève et qui fait quelque chose de son côté. Tout est normé en fait sur Internet. Comment est-ce que deux ordinateurs vont communiquer entre eux? Comment ta carte réseau va traiter l'information? Tout est normé. Et en fait, le dark web, on ne respecte pas ces normes. Donc, ton ordinateur lambda ne sait pas communiquer avec ces sites web qui sont sur le dark web. Il faut passer par des logiciels qui vont leur permettre de comprendre l'adressage et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas si dark que ça. En fait, c'est juste masqué. C'est plus discret. C'est un peu plus discret. Leur annuaire n'est pas, en guillemets, public. Voilà, tout simplement. Mais le dark web, il n'est pas dark. C'est exactement la même chose que le web normal, sauf que... T'imagines, tu cherches une maison, tu n'as pas l'adresse, elle peut être n'importe où. En fait, voilà. Quand moi je parlais de dark, en fait, c'était surtout par rapport à ce qu'on y trouve. Alors, on y trouve du fait que ce soit bien masqué, pas contrôlé, que ce soit adressé de manière différente, donc pas scanné par les moteurs de recherche, ainsi de suite. Donc, ça n'apparaît pas dans les résultats des moteurs de recherche. Donc, c'est moins connu, c'est moins visible. Et à partir de là, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Tu vois, vendre de la drogue, vendre des armes, vendre des machins. Vendre, ça veut dire en acheter aussi. Vendre, acheter, enfin ça marche dans les deux sens. Il y a des sites même de trafic d'organes. On peut acheter des cartes bleues, des numéros de cartes bleues tout à fait valables pour pouvoir faire du shopping sur Internet. Après, faut pas être trop con pour se le faire livrer chez soi. On peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est un marché noir. Comme dans la vraie vie, c'est un marché noir. Aujourd'hui, tu as un marché noir, tu vas aller acheter des produits. Le marché noir, il ne fait pas de pub. Pour pouvoir accéder au marché noir, tu dois passer par quelqu'un qui est initié, qui connaît l'adresse. C'est exactement la même chose. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il faut toujours transposer en fait le monde numérique dans le monde réel et puis prendre des décisions à partir de là. Et du coup, ça fait moins peur. Tu vois. Exactement. Et puis, je pense qu'on a un peu bouclé la boucle sur cet épisode où on parle un peu de cybersécurité, où effectivement... la cybersécurité, c'est un peu comme aujourd'hui, lorsque tu l'as très bien dit, tu rentres chez toi pour aller dormir et que tu laisses la porte ouverte. C'est ça. Forcément. C'est des bonnes pratiques. C'est 90% de bonnes pratiques et de bon sens. En tout cas, merci beaucoup pour... de rien. Si ça a pu aider nos auditeurs, je pense que ça les a aidés. Ça a été très, très intéressant. Et puis... S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous mettre leurs questions sur nos réseaux sociaux et puis on pourra y répondre la prochaine fois. Exactement, vous pouvez laisser votre avis, nous poser une question et on sera très très heureux d'en débattre. Faites attention à vous, à bientôt. Tchuss. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.